Il y a 2 ans, lorsque Emma avait 19 ans, sa famille et elle venaient de s'installer dans une nouvelle maison. C'était une construction récente, pas très grande, mais ils étaient heureux d'avoir enfin un chez-soi rien qu'à eux. Un soir, alors qu'il pleuvait, Emma rentrait seule chez elle, marchant dans la rue sombre. Il était presque minuit et il n'y avait aucune voiture en vue. Elle revenait de chez une amie qui fêtait son anniversaire ce jour-là. En marchant, Emma a eu la sensation que quelque chose ou quelqu'un la suivait. Cependant, quand elle s'est retournée, la rue était vide. Cette sensation étrange l'a déstabilisée, mais en réalisant qu'elle était déjà devant la porte de sa maison, elle s'est sentie soulagée. C'est alors que l'incident s'est produit. Alors qu'elle cherchait ses clés dans son sac, un inconnu lui a saisi le poignet. C'était un homme qui ne semblait pas du tout normal. Un large sourire déformait son visage, et ses yeux rouges ressortaient, presque prêts à sortir de leur orbite. Lorsqu'Emma regardait autour d'elle, la rue était toujours déserte. À une telle heure, ce n'était pas surprenant. Elle a immédiatement paniqué et a essayé de lui échapper en tirant sur son poignet, tout en tentant de le frapper en criant. L'homme s'est alors mis à rire. Emma a couru frénétiquement jusqu'à la porte et a frappé en appelant à l'aide et en hurlant à sa famille d'ouvrir. Son père a ouvert rapidement. En larmes, Emma lui a expliqué ce qui venait de se passer, mais lorsqu'elle s'est retournée, l'homme avait disparu. Elle n'a pas réussi à dormir de la nuit. Le lendemain matin, alors qu'elle essayait de se calmer en regardant la télévision, un reportage l'a fait frissonner. Il s'agissait d'un meurtre. La victime, une jeune fille du même âge qu'Emma, avait été retrouvée décédée devant la porte de sa maison. Son poignet avait été coupé avec un objet tranchant et son visage était couvert de sang. Derrière elle, un message avait été laissé. Elle n'a pas essayé de se défendre, alors je l'ai tuée. Le tout était accompagné d'un smiley. Emma a senti son cœur se serrer. Il n'y avait aucun doute, c'était le même homme qu'elle avait rencontré la veille. Et si elle n'avait pas résisté? Et si elle n'avait pas crié? Et si personne n'avait ouvert la porte? D'après les informations, l'homme est toujours recherché. Emma ne voulait plus jamais croiser cet individu, ni dans son quartier, ni ailleurs. Jamais. Youssouf est originaire d'Afghanistan. Sa famille a déménagé en France en 2003, peu après l'invasion américaine. Tout a commencé alors qu'il avait seulement 12 ans. Entre 2001 et 2003, des terroristes armés avaient régulièrement fait éruption dans leur maison pour s'en servir de quartier général, où ils planifiaient leurs attaques contre les forces de l'invasion. Le père de Youssouf souffrait d'une maladie génétique, qui finirait par lui paralyser les bras et les jambes. C'était probablement pour cette raison que les talibans avaient choisi leur maison. Il n'y avait eu aucune résistance. La première fois qu'ils avaient franchi la porte, ce fut une expérience terrifiante pour Youssouf et ses 2 jeunes sœurs. Mais avec le temps, ils s'étaient presque habitués à se réveiller et à voir des hommes armés dans leur salon. Environ 1 an après le début de la guerre qui avait suivi les attaques contre le World Trade Center à New York, les talibans avaient commencé à organiser des rafles dans de petits villages comme celui de Youssouf, pour recruter de nouveaux combattants et remplacer ceux qui avaient été tués. Ils savaient où vivait Youssouf, et son père n'était pas en mesure de les en empêcher. C'est ainsi qu'il fut l'un des premiers garçons à être enlevé. Lui et plusieurs autres jeunes se sont fait bander les yeux et embarqués dans un camion qui les a emmenés dans un lieu isolé, très loin de leur village. Ce dernier se trouvait à l'ouest des montagnes de l'Hindu Kush, mais Youssouf ne peut pas nous donner d'indications plus précises sur l'endroit où ils avaient été conduits. Après environ 1 heure, ils ont été sortis du camion, les yeux toujours couverts. Lorsque leurs bandeaux ont été retirés, la nuit était déjà tombée. Les hommes armés les ont alignés en file indienne devant l'entrée d'une immense grotte. Youssouf se souvient des caisses d'armes et de munitions empilées près de l'entrée. Mais au-delà, il n'y avait que de l'obscurité. 5 hommes armés, le visage couvert, montaient la garde, immobiles, leurs armes prêtes à l'emploi. Youssouf a supposé qu'ils attendaient leur chef pour un discours d'initiation. En observant les autres garçons, Youssouf s'est rendu compte qu'il était le plus âgé du groupe, composé de 7 enfants. Youssouf savait déjà que ces hommes n'étaient pas des gentils. Bien qu'ils priaient le même Dieu que lui, ils avaient été brutaux et impitoyables envers leurs compatriotes. Il se trouvait à la toute fin de la file, juste devant l'entrée de la grotte. Et soudain, il a pris une décision instinctive. Il s'était lancé en courant dans l'obscurité de la grotte. Il a entendu des cris furieux derrière lui. Il a dépassé les caisses de matériel et s'est enfoncé plus loin dans le passage qui s'est rétréci à mesure qu'il avançait. Peu après,
le camion s'est repositionné pour que les phares illuminent l'entrée de la grotte. Youssouf a atteint une vaste cavité. Il a pu entendre ses poursuivants approcher. Avec le peu de lumière disponible, il s'est caché derrière une formation rocheuse près de l'ouverture et a attendu. 2 hommes armés sont entrés dans la caverne. Youssouf a entendu l'un d'eux murmurer qu'il lui mettrait une balle dans la tête s'il le trouvait. En jetant un coup d'œil depuis sa cachette, Youssouf est tombé nez à nez avec un fusil d'assaut pointé droit sur son visage. L'un des hommes l'avait découvert et lui a ordonné de se lever. Mais à cet instant précis, un cri a retenti de l'autre côté de la grotte. Youssouf n'a eu qu'un bref aperçu de la scène. Le second homme était au sol, se débattant violemment. Il était entièrement recouvert d'énormes araignées. Ces créatures, sans exagération, faisaient la taille d'un chat, et il y en avait des centaines. L'homme qui avait découvert Youssouf s'est retourné immédiatement, horrifié par le spectacle. Youssouf a profité de cet instant pour s'enfuir. Il n'avait aucune intention de s'enfoncer davantage dans cette grotte. Il a utilisé les phares du camion pour retrouver la sortie. Alors qu'il courait, il a entendu des tirs, suivis de nouveaux hurlements. À son arrivée à l'entrée de la grotte, les phares se sont éteints, le plongeant dans une obscurité totale. Le cœur battant, il s'est précipité hors de la grotte, juste à temps pour apercevoir les phares arrière du camion qui s'éloignaient à toute vitesse. Les autres garçons et les talibans avaient disparu. Youssouf a supposé qu'ils avaient peut-être pris les araignées pour une attaque américaine et qu'ils avaient préféré fuir. Terrifié, il a réalisé qu'il était perdu et a craint que ces araignées monstrueuses ne sortent de la grotte pour le dévorer. Il a suivi le chemin que le camion a emprunté à travers les rochers. En courant, il s'est imaginé ces créatures bondir sur lui à tout instant. Après avoir dépassé la formation rocheuse, Youssouf a aperçu les lumières de son village au loin. Il lui a fallu environ 2 heures pour y arriver, mais il a bien réussi à rentrer, sain et sauf. Pendant son absence, les troupes américaines avaient pris le contrôle du village. Youssouf a été arrêté par des soldats et conduit à un interprète pour être interrogé. Il leur a expliqué sans la moindre hésitation où se cachaient les talibans. Peu après, les soldats l'ont ramené chez lui. Sa mère, folle de joie, l'a serré dans ses bras, soulagée de le voir en vie. Quand Youssouf repense à cette expérience, il peut dire avec certitude que ce qui l'avait le plus terrifié, ce n'étaient pas les hommes armés qui l'avaient arraché à sa famille, mais bien ceux qui se trouvaient dans cette grotte.